Préface. Andrea. Après avoir travaillé pendant toute la période de la Covid-19 sur la menthe religieuse, dans l'élaboration d'une histoire mettant en scène ce fameux personnage qui n'est pas facilement intimidé, du choix des figurines, des lieux et de l'intrigue, en passant par la réalisation de la couverture et l'illustration. Le plus frustrant pour moi était de ne pas avoir terminé cette histoire. Alors, je vais vous la raconter dans La dégénérescence d'un monstre. Chaque semaine, Clitorine m'apporte son lot de grains à moudre pour mon second tome. Je la remercie énormément. Le premier s'intitulait La menthe religieuse. Le second sera La dégénérescence d'un monstre. Ma prochaine histoire sera 16 ans de vie associative. Clitorine reconnaît sur ce tome qu'elle se comporte comme une cruche, c'est elle qui se définit comme telle. Clitorine déteste les ruptures amoureuses, déteste qu'on la contredise sur sa malhonnêteté, et déteste toutes les vérités. Elle se sent terriblement blessée et désemparée, les hauts et les bas qu'elle éprouve sont des signes de fatigue cérébrale. Andrea, dans ce second tome, je déplore l'incapacité de Clitorine à reconnaître ses mensonges, ses incohérences, et sa culture d'inventer des scénarios qui n'ont jamais existé. Je regrette également qu'elle se serve de mes filles à des fins personnelles. Elle écrit, « Ma fille m'a bien confirmé que son père ne rêvait que de ça, m'emmener au tribunal. » Clitorine est comme toutes les personnes qui sont prises en défaut la main dans le sac, qui n'ont pas d'explication à fournir, alors. Elles prennent les autres à partie pour se sentir moins seules et moins connes. Ainsi, je vais vous relater le récent conflit que traverse Madame Clitorine, qui l'oppose à 3 personnes différentes, un sinistre dissimulé, une indemnité d'assurance perçue pour compensation des dégâts, des mensonges, des incohérences, et de la perversité d'une tendance maladive à accomplir des actes immoraux. Les valeurs sociales, les règles, la loi sont bafouées par Madame Clitorine, son ADN et sa vénalité ne lui permettant pas de se questionner sur toutes ces valeurs, ce qui l'a conduit à en être la victime. C'est pour cette raison que nous pouvons penser que cet individu se conduit d'une manière qui n'a ni probité ni honneur. Voici les échanges de mails, d'un organisme à Madame Clitorine. Un dialogue de sourds. L'organisme écrit à Clitorine, « J'allais justement vous envoyer un mail. Alors pour l'instant pas de tribunal si une solution amiable est trouvée. Apparemment, vous avez touché une indemnité assez importante pour effectuer les travaux suite à un incident que vous aviez subi. Ce sont les clients qui viennent de m'envoyer un mail dans ce sens. Lorsque nous vous avons posé la question pendant la période du mandat, vous nous dites ne jamais avoir eu de soucis liés à cette affirmation, mais aujourd'hui nous nous interrogeons pourquoi une indemnité de l'assurance, si vous n'aviez eu de soucis liés à ce problème. Sachant que les voisins aux alentours sont allés comme je vous l'ai expliqué lors de notre entretien téléphonique datant de quelques jours, voir ces gens pour confirmer que ce problème avait existé du temps où vous étiez seul. À ce jour, en fonction de la solution qui sera trouvée avec vous, mes clients prendront leur décision. Je suis très ennuyé par cette situation, qui ne devrait pas exister, si nous avions eu les bonnes réponses au bon moment. Sachez que nous allons faire au mieux pour aider toutes les parties afin que la situation se règle dans les meilleures conditions possibles pour tous. Andrea écrit, en concertation, l'organisme et moi-même faisons le maximum pour trouver une solution amiable au problème. Clitorine répond à l'organisme, je demande que vos clients vous apportent la preuve qu'il s'agissait bien d'un incident datant du moment où j'étais seul dans la maison, car monsieur a eu un chèque de l'assurance concernant un dégât qu'il n'a même pas fait réparer. Par ailleurs je vous ai parlé d'un problème, pendant que j'étais seul dans la maison mais dû à un manque de réflexion de ma part et ça je vous l'avais dit. En effet par un jour de mini-tornade l'eau est montée devant la porte de garage, mais comme une cruche que je suis j'aurais dû attendre que l'eau s'évacue avant d'ouvrir la porte ce qui fait que l'eau y est entrée, et ça je vous l'avais dit et vous m'aviez bien dit qu'il était préférable de ne pas en parler et cependant j'ai évoqué le problème avec les acheteurs chez le notaire et j'ai été très clair. Mes voisins doivent apporter la preuve de ce qu'ils affirment ce qu'ils n'ont jamais fait à savoir attester que des problèmes d'évacuation avaient eu lieu avant le départ de mon ex. Il faut demander à Gondino qu'il atteste sur l'honneur que l'évacuation qui se trouvait au bas du mur juste avant le garage, côté fenêtre de chambre, a bien été remise en état et existe toujours et que les tuyaux d'évacuation qui sont au bout de l'évacuation, soit un peu avant le portail jusqu'au regard sont de taille à absorber toute l'eau. Ce qui n'est pas le cas et ça Gondino me l'a dit et m'a bien précisé que mon ex est plus têtu qu'une mule, ce sont ses propos. Car il va falloir que Gondino et mon ex assument car avec moi ils n'ont pas voulu entendre quoi que ce soit, donc il n'est pas question aujourd'hui qu'on me fasse porter la responsabilité de leur incompétence.
Je suis bien désolé, mais pas responsable de cette situation. Je maintiens ce que je vous ai dit et je vous le redis, et comme il s'agissait d'un accident, vous m'avez bien dit qu'il n'était pas nécessaire d'en faire mention puisque c'était un accident. Non, je ne perds pas la tête et je n'ai pas l'habitude de raconter des sornettes. Et il ne s'agit pas d'un mauvais entretien, je vois que vous n'avez pas compris, mais d'un manque de réflexion de ma part lors de ce fameux incident. J'ai bien l'impression que le déséquilibré est conforme à lui-même et que vous vous laissez avoir. Car c'est plus facile avec moi qu'avec lui, donc vous préférez me laisser encore une fois faire face seul. Et pour les factures, il vous faut demander à Gondino, car moi j'ai pris des photos, mon ex s'est chargé des factures, comme je n'étais qu'une pauvre cruche, que je n'y connais rien, je n'avais pas le droit d'y mettre mon nez. Mais s'il le faut, je vais demander moi aussi aux voisins de me faire une attestation prouvant les travaux effectués par Gondino, et j'ai au moins mes 2 filles qui peuvent en attester. Et pour ça aussi, je vous l'ai dit, il s'agissait d'un travail au noir, mais vous m'avez répondu que vous connaissiez Gondino et au noir ou pas vous en faisiez votre affaire. Andrea écrit, ce torchon est un tissu de mensonges. Nous voyons bien que la cruche la dégénérée cherche par tous les moyens à gagner du temps, à manipuler en mélangeant tout, elle sait très bien que le sinistre est survenu quand elle vivait seule dans la maison. Elle me l'écrit dans un mail en 2013. Elle cherche à embrouiller son monde, pour bien faire comprendre que c'est elle qui mène la danse. C'est une vicieuse et une perverse qui a une image dévalorisante d'elle-même et qui se promouvoit en rabaissant les autres. Dans le même paragraphe, elle écrit que les voisins refusent de lui faire une attestation, puis s'il le faut, elle va leur demander d'en établir une. Elle est complètement déphasée dans ses incohérences. De plus, les voisins ne pouvaient pas inventer et lui établir une attestation mentionnant des inondations du temps où j'étais encore dans cette maison. Je n'ai jamais eu ce genre de problème, elle invente tout et raconte des sornettes. Dans ses propos, nous voyons qu'elle s'en prend uniquement à moi, elle cherche par tous les moyens à me faire payer mon départ, elle n'a toujours pas digéré. Mon avocat me l'écrit, elle se livre à un règlement de compte avec vous-même. Elle ment à l'organisme, elle ment à l'expert judiciaire, elle a toujours nié avoir eu une inondation en 2013, et après avoir été prise dans ses mensonges, elle avoue à son organisme que l'eau était montée derrière la porte, et qu'elle n'aurait jamais dû ouvrir cette porte. Dans le même temps, elle fait écrire à son conseil un défenseur que je ne vous recommanderai pas. Ce conseil écrit, cet élément naturel ne lui a pas permis de refermer la porte de garage, ce qui a eu pour effet de générer une inondation, mais qui n'a rien à voir avec un problème d'évacuation des eaux pluviales. Même son avocat ne sait plus où est la vérité. Le jour de l'expertise, elle dit ceci, monsieur l'expert, le jour de la mini-tornade je n'ai pas pu fermer la porte du garage, car la pluie tombait à l'horizontale, c'est pour cela que la pluie est entrée dans le sous-sol, au point que la foudre est tombée sur le cerisier, il a fallu que je la batte. Andrea dit, elle est convaincue que plus les mensonges sont gros, plus cela va passer à la façon poutinienne. Je n'ai jamais vu tomber la pluie à l'horizontale, mais avec elle il faut s'attendre à tout. Un peu plus tôt, elle écrit à l'organisme pour lui expliquer ceci, comme une cruche je n'ai pas attendu que l'eau qui s'était accumulée derrière la porte s'évacue avant d'ouvrir cette porte. Ce personnage est perturbé, on se demande si elle est capable de réfléchir à ce qu'elle dit, et, de plus elle n'est pas aidée par son conseil qui ne fait même pas la remarque à sa cliente, peut-être par manque de compétences et abus de prétention. Clitorine invente également, quand elle affirme que j'ai reçu un chèque de l'assurance, ce qui est faux, un document du 6 février 2014 qui est fourni par Clitorine dans les échanges de dires entre les avocats, ce document dit que Clitorine a bien perçu la somme de 1,316,16 € seulement sur présentation de devis de sa compagnie d'assurance, mais en aucun cas elle a effectué les travaux, elle a donc détourné cet argent à des fins personnelles. Moi j'ai fourni au tribunal une attestation de cette même assurance pour la période où j'habitais dans cette maison, et qui justifie le contraire de ce qu'elle dit. Elle n'hésite pas à faire écrire son conseil en disant ceci, il est bien évident que s'il y avait eu un problème d'évacuation des eaux pluviales, les acquéreurs se seraient manifestés bien avant, et il y aurait eu des sinistres du temps de l'occupation de ma cliente. Son conseil devrait savoir que pour constater un problème d'évacuation des eaux il faut qu'il y ait un orage, mais, apparemment ce conseil n'est pas plus cohérent. Clitorine ne sait pas quoi inventer pour se sortir du pétrin où elle s'est mise. Les coups de tête insolites et impulsions frénétiques d'elle-même et de son avocat vous laissent pantois. Elle traite aussi son organisme de menteur. Le jour de sa signature du mandat de vente, elle aurait signalé tous ces incidents, et c'est l'organisme en quelque sorte qui n'aurait pas fait son travail. Elle ne recule devant rien et elle a un toupet monstre. Si vous comprenez le sens de son texte, vous êtes très fort.
Elle ne sait pas où passent les évacuations, où sont les regards, elle nous sort toute sa science, tout au moins elle essaie mais sans succès. Comme à son habitude elle y mêle tout le monde, elle mélange tout, elle en fait une bouillabaisse pour mieux tromper ses interlocuteurs. Car depuis bien longtemps, une attestation de Gondino est faite, qui stipule qu'à la demande de Madame Clitorine, il est intervenu sur un regard qui était complètement obstrué par des feuilles et du gravillon, celle-ci est chez mon avocat, ainsi que celle de mon assurance qui dit le contraire de ce qu'elle raconte. Et oui, moi j'entretenais les regards et les goulottes des eaux pluviales, malheureusement Madame Clitorine s'est exemptée de faire ce genre de nettoyage du temps où elle était seule. L'honnêteté des uns dérange et indispose Madame Clitorine, elle se contente de dire que c'est un manque de réflexion de sa part. Elle se prend pour un maître d'œuvre, pourtant elle est loin d'avoir les compétences requises. Tout cela est une invention de la part de Madame. Et puisqu'elle prétend que j'ai touché un chèque de l'assurance, et que son notaire était au courant de ce sinistre, eh bien Clitorine a toute liberté de demander à sa compagnie d'assurance et à son notaire une attestation pour justifier ses dires, mais elle va bien se garder de le faire parce qu'elle ment et son conseil aussi. Ou alors, c'est une faute grave de la part de son notaire qui a omis de le mentionner dans l'acte de vente, ou peut-être que lui aussi serait animé d'une vengeance personnelle. Elle reconnaît enfin qu'elle est une pauvre cruche, ce sont ses mots à elle, je n'oserais pas le dire, bien sûr je plaisante. D'après elle, il y aurait eu du travail au noir, mais monsieur se serait chargé de payer les factures, allez y comprendre quelque chose, tout est comme cela, elle-même ne s'y retrouve pas dans ses propos. C'est un personnage qui a un trouble de la personnalité et présente de graves carences. L'organisme écrit à Clitorine, à aucun moment vous ne nous avez parlé de cette inondation que vous évoquez, et je ne tolérerai en aucun cas que vous puissiez évoquer le fait que j'ai dit de ne pas en parler aux acquéreurs. Bien au contraire, nous donnons toujours tous les éléments en notre possession positifs ou négatifs afin qu'il n'y ait aucun souci de part et d'autre, c'est une règle chez nous à laquelle nous ne dérogeons jamais. De plus, je vais demander aux acquéreurs si vous leur avez parlé de ce mauvais entretien du système d'évacuation. Suite à votre demande, je vais demander aux acquéreurs la preuve de ce qu'ils me disent concernant cette fameuse indemnité que vous avez a priori touchée. En revanche, si vous avez une facture prouvant les travaux effectués, ce serait vraiment super. Je vous tiendrai au courant lorsque les éléments seront rassemblés. Réponse, Clitorine écrit à l'organisme, je pars chez le kiné et je vous tiens au courant après. Comme vous le savez probablement, je suis allé voir les propriétaires de la maison. Ce monsieur a reconnu Tchou, effectivement aucun voisin ne lui a dit que nous étions inondés régulièrement. Andrea, ce jour, les acquéreurs ont pris soin d'enregistrer la conversation sur leur portable, il y a donc un enregistrement audio qui circule et qui dit le contraire, sur cet enregistrement dans toutes ces phrases il y a un mensonge. Le jour de l'expertise, Clitorine et son conseil ont refusé de l'entendre, elle n'aime pas que la vérité soit dévoilée. Clitorine dit à l'organisme, il a eu un souci avec le lave-vaisselle, puis avec des joints sur le circuit d'eau apparemment dans les toilettes, un souci électrique sur la porte de garage, et également sur un circuit de prise de courant. Sauf que tout ça fonctionnait parfaitement tant que j'y habitais. Mais ces petites pannes l'ont énervé et ce sont ces raisons qui l'ont poussé à vous dire que c'était un vice caché. Par contre, mon ex et Gondino auraient promis de l'aider. Pour ma part il n'y a pas de vice caché et j'attends de voir la suite. Je garde les photos que j'ai en ma possession, mais aussi le mail sur lequel je vous avais expliqué le problème que j'avais eu. Et si mon ex veut aller au tribunal ainsi que Gondino, cette fois j'ai de quoi me défendre. Par ailleurs, si il a la délicatesse de vous confier le livre qu'il a écrit, je vous serai très reconnaissante de me le faire parvenir. Dans l'attente de la suite qui sera donnée par ces messieurs, je vous prie de croire en mes sentiments les meilleurs. Andrea dit, je suis effaré de voir Clitorine mentir à ce point, d'affirmer que tout ça fonctionnait parfaitement tant qu'elle y habitait. Elle a complètement massacré cette maison, comme le prouvent de très nombreuses photos, les poignées de porte arrachées, certaines prises de courant arrachées et d'autres qui ne fonctionnaient plus, lave-vaisselle qui ne fonctionnait plus, porte de garage ne fermait plus, le frigo américain hors d'usage, les détecteurs d'éclairage extérieur aucun ne fonctionnait, de l'herbe à hauteur d'homme sur le terrain, avec des détritus un peu partout dans les grandes herbes avec également des verres cassés et de la ferraille, des poubelles pas vidées, la chasse d'eau des toilettes qui n'est pas tirée avec aussi une fuite d'eau, des détritus plein la maison avec des chemins de câbles arrachés, fuite d'alimentation d'eau sous l'évier, le portail électrique qui ne fonctionnait plus.
Et cela ne s'arrête pas là, Madame Clitorine se noie dans l'ésotérisme, la boule de cristal, les cartes comme le tarot, celle où on y retrouve le pendu, elle garnissait la maison de marron et de pierre que j'appellerais des cailloux, il y en avait dans toutes les pièces, certainement pour purifier les lieux. Nous pouvons voir où cela l'amène et comprendre sa rationalité inexistante. Pour le nouveau propriétaire, Clitorine raconte tout simplement et bêtement à l'organisme, ces petites pannes l'ont énervé, et ce sont ces raisons qui l'ont poussé à dire que c'était un vice caché. Andrea, il m'a été rapporté que son gigolo a été vu plusieurs fois dans cette même maison après le départ de Madame Clitorine, en train de démolir et qu'il aurait jeté des choses à l'extérieur. Alors est-ce lui qui a fait tous ces dégâts? Je n'ose pas le croire. Malgré tout, il est capable de dire devant elle et devant des amis en commun, c'est eux qui me l'ont rapporté, il dit ceci, quand nous nous sommes rencontrés c'était elle ou une autre et cela n'avait pas beaucoup d'importance, car il me fallait une femme à la maison à tout prix. Certainement pour les chaussettes et les caleçons. Cela fait toujours plaisir d'entendre des phrases de ce genre, Clitorine n'a pas dû apprécier du tout. L'organisme écrit à Clitorine, je ne prends pas plus parti pour monsieur que pour vous madame, tous sont logés à la même enseigne chez moi. Il y a un problème et il faut le régler. Je ne dis pas que vous perdez la tête, je ne me permettrai pas, mais jamais nous n'avons parlé de cet incident. Après, polémiquer ne sert à rien, il faut avancer et bien pour tout le monde. J'ai des photos qui ne suffisent pas car nous ne voyons pas où ont été effectués les travaux. Maintenant, j'attends les documents de tous et après seulement j'aviserai. Bien cordialement. Clitorine écrit à l'organisme, je vous confirme qu'à défaut d'avoir les factures j'aurai des attestations confirmant les travaux effectués par Gondino. Je vais rechercher dans mes mails car il me semble vous l'avoir écrit également. Je pars chez le kiné et je vous tiens au courant après. Cordialement. L'organisme écrit par mail à Clitorine, j'accuse réception de votre mail et vous en remercie. Mes clients souhaitent que nous fassions une petite réunion tous ensemble au bureau afin de parler de vive voix de tout cela. Seriez-vous d'accord sur le principe? Si oui, nous calerons un rendez-vous. Clitorine répond à ce mail, oui bien évidemment sauf si le déséquilibré est présent. Compte tenu des écrits qu'il distribue généreusement, je n'ai pas l'intention de lui adresser la parole et ou de partager quoi que ce soit avec lui. Mais vos clients vous et moi sans souci. L'organisme répond à Clitorine, je comprends très bien, mais pour arriver à trouver une solution amiable pour tous, il faut que tout le monde soit présent, et monsieur était propriétaire au même titre que vous, ceci dit vous ne serez pas seul. Il faut vraiment que tout soit présent, pour éviter les discours pour rien. Je vous remercie pour votre compréhension. Réponse de Clitorine, pour ma part c'est non si monsieur est présent, pour la simple raison qu'il a donné son torchon de livre à vos clients et qu'il leur a dit, que j'avais tenté de l'empoisonner et de le faire interner. Pour moi c'est non et ça suffit, d'autant que les propriétaires m'ont bien assuré qu'ils ne voulaient pas aller au tribunal, et que ma fille, elle, m'a bien confirmé que son père ne rêvait que de ça. Alors s'il veut payer avec Gondino pour travail au noir il peut. Mais je ne lui laisserai pas une toute petite chance de m'insulter de nouveau, vous ne savez pas de quoi il est capable, demandez à Maître Briantine, elle a eu le privilège de subir ces assauts insultants, pour moi c'est fini et bien fini. Par ailleurs comme il n'y a pas de vice caché je n'ai pas non plus de raison d'accepter de subir ça encore une fois. Je suis désolé mais je ne reviendrai pas sur cette décision. Andrea, non, Clitorine ta fille n'a jamais prononcé cette phrase, elle m'a bien confirmé que son père ne rêvait que de ça. C'est toi qui l'arranges à ta sauce, encore une fois tu te sers de tes enfants ou quelqu'un d'autre, pour combler les carences que tu as et retourner la situation en ta faveur à la façon poutinienne. J'ai fait lire ta phrase à notre fille, elle en est scandalisée et m'a dit que ce n'était pas la première fois que tu agissais de la sorte, en la mêlant à tes histoires de famille, comme quand tu as inventé des attouchements envers elle de la part de ton frère où tu as été condamné pour cela. Cela ne marche plus ta comédie de petite fille dégénérée, tout le monde connaît et sait comment tu agis avec ta malhonnêteté et tes mensonges, tu ferais battre des montagnes, tu as passé ta vie à détruire, à diviser, et monter tes filles l'une contre l'autre et te victimiser. Et maintenant avec tes 70 printemps qui ne t'ont pas avantagé, et par des magouilles tu souhaites les réconcilier, tu es le pompier pyromane qui a un pet au casque, tu as fait de la vie de tes proches un enfer, tu continues sans même t'en rendre compte parce que tu es bête. Je suis désolé pour ma fille d'être obligée de relater les faits, mais je ne peux laisser sous silence les dégâts causés par une mère qui ne pense qu'à sa gueule. L'organisme répond à Clitorine, c'est noté, les acquéreurs seront présents dans un premier temps au rendez-vous au bureau demain vendredi à 16 h. Votre présence est indispensable afin de faire le point.
Clitorine répond à l'organisme, je viens d'avoir un échange par portable avec le propriétaire et je vous prie de me donner un numéro de portable afin de vous le transférer. Vous me dites rendez-vous vendredi à 16 h avec monsieur ou sans. L'organisme répond à Clitorine, sans monsieur puisque vous ne voulez pas être avec lui. Vos échanges avec les propriétaires je ne sais pas, on verra tout ça demain à 16 h au bureau, passez une bonne journée et à demain. Bien cordialement. L'organisme écrit à Clitorine, pour faire suite à notre rendez-vous du 25 dernier avec les propriétaires au bureau, comme convenu, je reviens vers vous, après réception hier soir du devis demandé suite au passage de monsieur Lameau à la maison des clients, pour les travaux à effectuer. Comme vu tous ensemble, nous devions nous revoir pour parler de vive voix de ce devis et essayer de trouver une solution amiable, je vous propose jeudi 8 à 17 h au bureau. Merci de votre présence et de votre confirmation. Passez une belle après-midi. L'organisme écrit à Clitorine, bonsoir madame, je suis surprise de ne pas avoir de réponse de votre part. Le rendez-vous est quoi qu'il en soit maintenu demain 8 à 17 h. J'espère que vous serez présente. Bonne soirée. L'organisme écrit à l'expert judiciaire, d'un commun accord avec mes clients, de par les soucis rencontrés par ces derniers depuis l'acquisition de leur maison, un entretien s'est tenu le 25 de ce mois dans mes locaux, ces gens se trouvaient dans une situation compliquée avec les fortes pluies du mois de mai. J'ai contacté madame Clitorine par mail afin de lui proposer ce rendez-vous, elle m'a répondu qu'elle serait présente à la seule condition que son ex-mari ne soit pas présent également, ce qui fut le cas. La réunion s'est donc déroulée le 25 de ce mois en présence de mes clients, madame et moi-même. Les échanges étaient très tendus entre les parties, les acquéreurs reprochent à la vendeuse de ne pas leur avoir dit qu'elle avait déjà eu des soucis de cet ordre auparavant. De notre côté lors de la prise de mandat de vente. Madame nous avait assuré également ne jamais avoir eu de soucis d'inondation, c'est une question que nous posons et reposons systématiquement lorsqu'une maison a un sous-sol avec accès en pente. Après ces reproches, j'ai tenté de trouver une solution que je qualifie de solution amiable, en proposant de faire un devis à un professionnel. Tous étaient d'accord sur le principe, j'ai demandé si il serait, en fonction du devis, envisageable de trouver une solution donc amiable, c'est-à-dire si les deux parties étaient d'accord pour participer financièrement aux travaux qui seraient envisagés. Les acquéreurs acceptaient encore une fois en fonction du montant du devis de participer et madame également, sachant qu'avant cette réunion, elle est allée leur proposer une somme d'argent. Sachant également que l'ex-mari de madame avait donné son accord par téléphone de participer financièrement aux travaux. Après cet accord verbal, il était convenu de nous rencontrer une seconde fois à mon bureau, dès que le devis sera établi, dès cet instant je reconvoque les parties pour un rendez-vous le 8 à 17 h, et là tout avait a priori changé car madame n'a jamais répondu à mes deux invitations. J'ai maintenu ce rendez-vous en pensant que madame n'avait pas pris le temps de répondre mais avait bien eu connaissance de ces dates et horaires de rendez-vous, nous étions avec les acquéreurs à ce rendez-vous mais n'avons jamais vu madame Clitorine. Andrea, voici les attestations que je fournis, compagnie d'assurance, atteste que, monsieur Andrea était titulaire d'une police d'assurance multirisque habitation pour le bien situé, sous le numéro 0290054 pour la période du 22 mars 2002 au 22 mars 2013. Sinistre pendant la période de garantie, 17 mars 2003, dégâts électriques sur ordinateur 20 août 2009, dégâts électriques sur ordinateur pour faire valoir ce que de droit le 13 mars 2014. Attestation de Gondino, je sous-signé, monsieur Gondino, artisan terrassier, certifie être intervenu sur demande de madame Clitorine, concernant un dégât des eaux pluviales. Mon intervention a consisté à nettoyer un regard obstrué par des feuilles et du gravier. Fait valoir ce que de droit. Andrea adresse aux acquéreurs au mois de septembre 2021, je suis navré de voir quelle tournure prend une situation toute banale au départ vente d'un bien, de constater également la malhonnêteté, les mensonges à répétition, et les incohérences constatées de madame Clitorine par l'intermédiaire de son conseil. Madame Clitorine ne s'est pas grandie par de telles mesquineries, il lui était pourtant facile de dire « J'ai connu en août 2013 un dégât des eaux mais ne vous inquiétez pas mon assurance a pris en charge les frais de réparation ». Je sais que d'après la mauvaise foi de Clitorine c'est une procédure qui va durer, et que cela finira par se régler par voie de justice. Ainsi, madame, monsieur, vu votre désarroi je me dois de vous remettre un chèque d'avance sur frais d'un montant de 1 200 € qui vous permettra de débuter vos travaux de remise en état.
Madame Clitorine connaissait le problème et écrivait ceci, le 13 août 2013 Clitorine écrit à Monsieur Andrea, « Bonsoir, voici quelques nouvelles de la maison, elle a été visitée un certain nombre de fois, et pour la plupart je n'ai pas eu de réponse, et pour deux le salon est trop petit et pour un autre le prix trop élevé. Par ailleurs, comme tu le sais, il y a eu un dégât des eaux très important. Le conduit qui mène à l'évacuation des eaux pluviales semble endommagé. » Andrea écrit, par la malhonnêteté et les mensonges de Clitorine, je me trouve entraîné dans son délire dans le sens où le bien était en indivision, j'en deviens co-responsable, j'en prends acte, et j'en accepte les conséquences. Voilà la différence entre l'honnêteté et la malhonnêteté. Ainsi donc, il y aura lieu d'inviter Clitorine et son conseil à cesser de procéder par simples mensonges et affabulations, de dire ma cliente Madame Clitorine tient à rappeler qu'elle a laissé la maison dans un état bien autre que dans lequel elle se trouvait lorsque monsieur a quitté le domicile alors qu'il ne s'investissait sur aucun entretien et que les regards et les chéneaux étaient entretenus par Madame. Il suffit d'observer les photos prises quand j'occupais la maison photo jointe dans le premier tome, La menthe religieuse, et celles que les acquéreurs ont faites quand ils ont pris possession de la maison. Jugez par vous-même, Clitorine et son conseil prétendent avoir laissé la maison dans un meilleur état que je l'ai laissée à mon départ. Quelques preuves de dégradation que Clitorine a effectuées dans cette maison. La seule responsable dans ce conflit est Clitorine qui a menti aux acquéreurs et à son organisme, et qui continue de controuver et n'apporte aucune preuve de ce qu'elle avance, il lui suffisait d'entretenir correctement la maison que le tribunal lui avait attribuée. Elle ne s'est jamais investie dans l'entretien de notre maison, elle ne sait seulement pas tenir un manche de marteau. Sa principale qualité est de juger, de critiquer et de mentir. La conséquence de l'expertise judiciaire ne vise qu'à déterminer la cause et donc l'origine du sinistre et le remède à y apporter du point de vue technique. Ironie, Clitorine fait écrire à son conseil ceci, par ces motifs, débouter les consorts acquéreurs de l'ensemble de leurs demandes, les condamne à payer à Madame Clitorine la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Andrea, il me paraît étonnant que son conseil la suive dans son délire, je n'ose pas croire qu'il soit incompétent, encore que. Il doit être aussi manipulé par Madame Clitorine, il a certainement une absence ou une insuffisance d'éléments probants et indispensables à un jugement objectif. Si vous vous trompez, Clitorine, elle, s'en rendra compte dans la majorité des cas, elle a un flair pour les mensonges venant d'autres personnes. La cruche est la seule qui arrive à chanter les deux pieds dans la merde, à croire qu'elle aime ça, et qu'elle y prend du plaisir. Andrea, il suffit d'observer, Clitorine s'oppose à la mesure d'expertise. Elle maintient haut et fort, la mini-tornade d'août 2013 et que l'inondation du garage à cette date-là ne relève pas d'une difficulté dans l'évacuation des eaux pluviales. Mais à un épisode de foudre qui a généré des désordres électriques l'empêchant de refermer la porte de garage, entraînant une inondation dans le garage. Andrea, rappelez-vous page 5, Clitorine expliquait à son agence qu'en effet par un jour de mini-tornade l'eau est montée devant la porte de garage, mais comme une cruche que je suis, j'aurais dû attendre que l'eau s'évacue avant d'ouvrir la porte ce qui fait que l'eau y est entrée, et ça je vous l'avais dit. Vous m'aviez bien dit qu'il était préférable de ne pas en parler cependant j'ai évoqué le problème avec les acheteurs devant chez le notaire et j'ai été très clair. Andrea, vous pouvez constater qu'elle a deux versions, une où elle n'a pas pu refermer la porte, et l'autre elle n'aurait pas dû ouvrir la porte avant que l'eau s'évacue. C'est aussi comme de faire écrire à son conseil pour me nuire que je ne me sentais pas concerné par le problème, ce qui est faux puisque le jour où j'ai eu connaissance du litige c'est-à-dire au mois de septembre 2021 je me suis rapproché des acquéreurs et je leur ai remis un chèque de 1 200 €. Et en contradiction avec son avocat, Madame Clitorine dans le même temps ou presque à 3 mois d'intervalle le courrier du 26 mai 2021 et le courrier du 27 août 2021 elle fait écrire à son avocat ceci, un accident est intervenu suite à une mini-tornade en août 2013 où ma cliente a subi des désordres électriques, cet élément naturel ne lui a pas permis de refermer la porte de garage, ce qui a eu pour effet de générer une inondation dans le garage, mais qui n'a rien à voir avec un problème d'évacuation des eaux pluviales. Il faudrait que Madame Clitorine et son avocat accordent leur violon, car elles affirment deux versions qui ne sont pas recevables. Après tellement d'incohérences nous pouvons nous poser la question, quelle est la bonne version? Je fais une observation que personne n'a peut-être remarqué, apparemment la foudre a fait énormément de dégâts ce jour-là, un kit vidéo couleur, un convecteur 1500 watts, un sèche-serviette, une réhausse de prise de courant, et un cerisier qu'il a fallu abattre. Cela fait beaucoup, et nous sommes en droit de dire qu'elle nous raconte des sornettes.
Conclusion, disons qu'il est très compliqué de la suivre dans ses explications, entre mensonges et incohérences, le juge aura beaucoup de mal à trier le vrai du faux. Andrea, enfin, si Madame Clitorine, son notaire, et son conseil persistent à vouloir me discréditer, il s'expose à ce que j'envisage très sérieusement de leur délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel pour harcèlement et divulgation de secrets professionnels. Des propos concernant ma vie personnelle ont surgi lors du rendez-vous avec l'expert, des propos n'ayant aucun lien avec l'affaire que nous traitions ce jour. Ils savent de quoi je parle, il y a des choses qui ne doivent pas sortir d'un office notarial. C'est la jalousie maladive qui s'apparente à la paranoïa de Clitorine qui l'amène à tenir de tels propos devant témoins. Pour information, cela peut coûter très cher. Andrea, le 2 août 2022, nous pouvons chanter, Cocorico, encore un procès perdu pour Clitorine. Le jugement a été prononcé par l'expert judiciaire, et condamne Madame Clitorine, mais, cette grande dingue m'entraîne dans sa folie par sa malhonnêteté et sa perversité, elle doit être fière de sa stupidité et de son imbécilité. Elle jurait ses grands dieux qu'il n'y avait pas de vice caché, et que l'on cherchait à lui nuire. Elle se sentait persécutée, la pauvre cruche. Sa perversité la poussera à être dans le déni jusqu'à la condamnation, pour se réjouir de me faire aussi condamner. Maintenant elle se sent moins seule dans toutes ses condamnations. En août, l'expert a rendu ses conclusions au tribunal judiciaire ainsi que les courriers officiels de chaque conseil. La répartition des sommes à donner pour chacun des condamnés sera fixée au final par le tribunal judiciaire. Ce que l'on peut dire d'ores et déjà malgré les dires de Clitorine, l'expert en a déduit que c'était un vice caché dissimulé par Madame, et qu'elle entraînait avec plaisir son ex-mari dans son délire dans le sens où le bien était en indivision. Je tiens à préciser que dans la démarche qui a été la mienne depuis l'origine et au regard du calcul des réparations évaluées par l'expert à 5 500 €, j'avais proposé de partager par moitié le coût des reprises et avais versé une somme de 1 200 € à titre d'acompte. Ce n'est que devant la fin de non-recevoir de Madame Clitorine, que l'expertise a été diligentée, terme de non-recevoir exprimé par pli en août 2021, par une demande de procédure en référé. 3 mois plus tard, son conseil déclare que sa cliente s'est exécutée de bonne foi à hauteur de la part qui peut lui être imputée, soit 2 475,00 €. Ce qui est faux, ça ne représente pas la totalité réclamée, elles oublient volontairement le partage des 550,00 €. Clitorine devra donc s'acquitter de la somme de 275,00 € supplémentaires, et là seulement Clitorine se sera exécutée comme il se doit. Malgré tout, 2 phrases de l'expert me réconfortant un peu. Nous rappelons que lors de notre accédite, M. Andrea a reconnu que le problème était existant seulement depuis août 2013, du temps où Madame était seule dans cette maison, qu'elle n'aurait jamais dû le cacher à son agence, et qu'il n'aurait pas voulu qu'on ait la même attitude avec ses enfants, ce qui est tout à son honneur. Nous rappelons aussi qu'il ne semble pas que Madame ait fait la moindre intervention sur les réseaux par suite des désordres apparus en 2013, et que la somme perçue par Madame a été détournée à des fins personnelles. Clitorine devrait se reconnaître dans la femme perverse, narcissique et sans empathie. Alors, comment s'en sortir? La perversion narcissique est une psychopathologie qui touche 3% de la population française, dont 50% sont des femmes. Dans ce dossier, nous avons pris le parti de traiter la femme perverse narcissique afin de compléter les différents articles de nos confrères souvent positionnés sur l'homme. Est-ce que votre compagne vous dévalorise et vous culpabilise? Oscille-t-elle entre affection et humiliation? N'a-t-elle qu'une idée en tête, satisfaire ses propres désirs? Si le « oui » se dessine dans votre tête, poursuivez la lecture pour en savoir davantage. Dans ce dossier, nous allons définir ce qu'est une femme perverse narcissique, ses caractéristiques, et les impacts lourds sur les enfants et le conjoint. Puis, nous vous dévoilerons les stratégies de la perverse narcissique et surtout, nous vous apporterons des pistes de solutions pour sortir des griffes manipulatrices de la femme perverse narcissique. Femme perverse narcissique, quel profil? 1. Définition de la femme perverse narcissique. C'est une femme atteinte d'un trouble de la personnalité qui repose sur la manipulation mentale. Cela se traduit par des troubles narcissiques, un besoin d'être admiré inlassablement et une quête de reconnaissance qui tourne à l'obsession. Et l'utilisation continue de la perversion, besoin de satisfaire ses désirs aux dépens des autres. 2. Origine de cette femme manipulatrice. La femme perverse narcissique ne naît pas perverse narcissique, elle le devient très tôt lors de sa structuration. Souvent, sa mère est une femme peu aimante, plus manipulatrice et superficielle que maternelle.
Et son père est généralement inconsistant, absent ou décrédibilisé par la mère. Dans cet environnement familial, il n'y a pas de transmission d'amour mais un apprentissage de règles et de codes. Quelles sont les caractéristiques d'une femme perverse, narcissique et sans empathie? Multiples visages. Tantôt charmeuse et séduisante, tantôt manipulatrice et arrogante, tantôt douce et attentionnée, tantôt autoritaire et colérique, la femme perverse narcissique utilise plusieurs comportements contradictoires et sème le doute ainsi que la confusion dans l'esprit de son conjoint. Elle a tendance à passer rapidement d'une personne agréable en public à un bourreau en privé. Sans affect, la perverse narcissique souffre d'une immaturité affective. En effet, cette manipulatrice hors pair est-elle un enfant de 4 ans, encore incapable de faire preuve d'empathie. En revanche, comme son intelligence et son machiavélisme sont exacerbés, la femme perverse narcissique sait qu'elle fait mal. Elle ressent principalement des émotions négatives, la colère, le mépris, la haine, l'envie, la jalousie. Mais est incapable de comprendre et d'éprouver des émotions et des sentiments épanouissants et profonds comme l'amour, l'amitié, la gratitude, la compassion. Cette femme perverse narcissique n'est jamais vraiment détendue, car elle est obligée de tricher pour avoir l'air normal. Lorsqu'elle feint un sentiment ou un émoi, elle fait appel à sa mémoire. Ainsi elle agit sans conscience et sans état d'âme. Elle joue avec son conjoint comme elle joue avec une marionnette. Si sa chose se rebelle, elle peut ponctuellement traverser une phase de dépression, un vide existentiel narcissique, et peut sembler souffrir sincèrement et devenir émotive, pleurer voire se remettre en question. Hélas, c'est un nouveau mensonge. Elle n'est pas triste parce que l'être aimé s'éloigne mais en raison de la perte de sa chose, de sa nourriture. C'est comme un enfant qui trépigne et pleure bruyamment parce qu'il a faim ou n'obtient pas ce qu'il veut, mais qui cesse immédiatement sa comédie lorsque son attention est attirée par autre chose. Si elle parvient à empêcher sa victime de partir, la perverse narcissique reprend très rapidement la violence psychologique. Égocentrique. Parce que tout est centré sur elle-même, elle n'aime personne que son image. La femme perverse narcissique ne reconnaît jamais ses erreurs, ne se remet jamais en question, sauf fugacement et par stratégie, a tendance à critiquer, à se rendre supérieure en écrasant autour, se valorise, communique de manière floue et se montre jalouse. Elle n'éprouve aucun intérêt pour les autres, ne parle que d'elle et n'écoute pas vraiment. Elle éprouve une certaine jouissance face à la souffrance de son conjoint et n'est jamais responsable de quoi que ce soit. C'est son conjoint qui sera toujours le seul à faire des erreurs. Dominante. La perverse narcissique dispose de différents moyens pour ligoter son conjoint, dépendance sexuelle, contrat de mariage, les enfants, puis le culpabiliser et lui donner l'impression d'être faible et impuissant. Elle éloigne voire élimine de l'entourage de son conjoint ceux qui ne l'approuvent pas ou qui sont susceptibles de la démasquer. La perverse narcissique n'agit jamais devant des tiers, tue, psychiquement à huis clos et a toujours l'air normal, voire de la parfaite épouse et de la mère idéale, en public. Comportement des femmes narcissiques en famille. De l'extérieur, la famille dans laquelle sévit la mère perverse narcissique envoie une image parfaite. Les relations familiales ne sont en réalité qu'une mascarade destinée à satisfaire l'illusion de perfection de la perverse narcissique vis-à-vis de l'extérieur. L'enfant se conforme aux attentes de la mère manipulatrice qui le considère comme un instrument et un faire-valoir. Son image doit nourrir le narcissisme malade du parent toxique. Il n'existe pas pour lui-même, il est un objet. Ce ressenti induit chez l'enfant un comportement qui consiste à chercher à plaire à sa mère manipulatrice afin de mériter son amour. Et en jouant son rôle à la perfection, il espère que son parent au cœur sec, incapable d'amour inconditionnel, finira par l'aimer. L'enfant réclame peu, ne conteste pas et souvent travaille bien. L'enfant d'une mère perverse narcissique est adultifié. Il est en grande souffrance même si cela ne se voit pas. Le contexte affectif est sec, la mère manipulatrice ne sait pas aimer, enrober, rassurer, valoriser. Tout ce qui peut être exprimé comme émotion ou sentiment par la mère est simulé. Et l'enfant ressent confusément cette fausseté, même s'il ne le verbalise pas. Quels sont les risques? Il n'est pas rare qu'à l'adolescence, un enfant soit choisi par la mère perverse narcissique pour prendre le relais dans le rôle du bouc émissaire. Ou pour devenir son héritier. Alors, un des enfants devient, à son tour, la cible du pervers narcissique. Les symptômes de souffrance psychique, troubles alimentaires, agressivité, maladies psychosomatique, sont des signaux d'alarme qu'il ne faut pas banaliser.
La part de responsabilité du conjoint victime dans sa relation avec une perverse narcissique est d'autant plus lourde vis-à-vis de ses enfants. Il est plus aisé de protéger ses enfants et de déjouer le processus de transmission lorsque les enfants ne sont pas en contact permanent avec la mère manipulatrice. En restant dans un système pervers, le père victime expose ses enfants à la destruction et à la contamination. La proie idéale d'une femme manipulatrice narcissique, le conjoint victime. La relation entre une femme perverse narcissique et sa victime est une rencontre entre deux blessures. En effet, la victime a, comme le bourreau, souvent souffert dans le passé. Dans leur enfance, le conjoint victime et la perverse narcissique ont vécu des situations qui ont provoqué une faille narcissique chez l'un et chez l'autre. En revanche, le chemin qu'ils vont suivre est complètement opposé, celle qui devient la femme perverse narcissique reste bloquée au stade de la petite fille gâtée et tyrannique, devenue insensible, elle est incapable de considérer l'autre tandis que le conjoint, celui qui devient la proie idéale, a, au contraire, une grande propension à culpabiliser et à prendre tous les torts à son compte. La victime manque de confiance en soi et n'aime pas le conflit au départ. Femme perverse narcissique, comment la reconnaître ? Si vous, lecteur, vous vous interrogez sur votre situation, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je mène la vie que j'aime? Ou quelqu'un mène-t-il ma vie? Est-ce que je réagis par rapport à moi? Ou quelqu'un d'autre réagit-il pour moi? Est-ce que je guide ma vie tout seul? Ou quelqu'un guide-t-il ma vie? Est-ce que j'agis comme je l'entends? Ou quelqu'un agit-il à ma place? Suis-je autonome dans ma pensée? Ou quelqu'un pense-t-il pour moi? Perverse narcissique, comment repérer une femme manipulatrice et son emprise sur vous? L'emprise désigne à la fois la domination psychologique d'une personne sur une autre et la soumission de cette dernière réduite à l'état d'objet. 1. Création d'un lien entre la femme perverse narcissique et la victime. Au départ, la femme perverse narcissique semble fragile, s'invente pourquoi pas si nécessaire une histoire de victime. La perverse narcissique peut aussi revêtir le costume de « sauveur » auprès de sa cible et selon les circonstances, ressembler à « Wonder Woman ». Ou bien se coller au rêve secret de sa victime et lui faire croire que c'est par son intermédiaire qu'elle pourra le réaliser. 2. Attaque de la confiance d'autrui ou déstabilisation conditionnement. La perverse narcissique souffle le chaud et le froid et amène le triste élu à s'engager très vite, mariage et / ou enfant. Une fois que le poisson est ferré, elle commence à montrer son vrai visage. Elle devient autoritaire, cassante et dénigrante. Quant à l'homme victime, il se sent progressivement castré. Cette deuxième étape peut durer des années voire une vie. En effet, la proie a rarement conscience de ce qu'elle vit. Car elle continue à se croire libre tout en se sentant de plus en plus confuse et perd progressivement son libre arbitre. Or, soumise à une alternance d'agressions et de séduction, chaud-froid, montagne russe émotionnelle, sa capacité à réfléchir avec clairvoyance est progressivement anesthésiée. Alors, la victime est considérée par la perverse manipulatrice comme un instrument. Et un des dispositifs utilisés par la perverse narcissique est la parole. Non pas pour véhiculer une information mais pour provoquer ou entretenir la confusion, pour blesser et manipuler. La femme perverse narcissique insinue, sous-entend, calomnie, humilie, noie sa victime dans des monologues ou envoie des pics, l'air de rien. Le verbal et le non-verbal se contredisent et ces informations incohérentes empêchent le partenaire de prendre de la distance et de réagir sainement. De l'extérieur, la perverse narcissique accomplie semble au-dessus de tout soupçon. Le profil social de la femme perverse narcissique est peaufiné. En revanche, la victime endosse fréquemment le mauvais rôle, celui de la personne agressive ou déséquilibrée. C'est ainsi que quelle que soit la réaction de la victime, elle sera, pour la femme perverse narcissique, mauvaise ou sujette à reproche. D'ailleurs, la femme manipulatrice se délecte de pousser sa victime à bout. Dans cette hypothèse, la perverse narcissique accusera sa victime de s'en prendre à une faible femme. 3. Mise en place d'une dépendance de la perverse narcissique sur sa proie. La victime est bloquée. Et les bons moments sont plus rares et les crises très fréquentes. Tant et si bien que l'estime de soi de la victime est très attaquée et elle baisse progressivement. Les conséquences sur la victime sont multiples, psychologiques, manque croissant de confiance en soi, sentiment d'infériorité, culpabilité, perte de repères, tendance à la rumination mentale, état de stress, anxiété, irritabilité, état dépressif, physiologique, troubles du sommeil, de l'appétit, alcool, fatigue, social, isolement, repli,
perte de contact avec les amis, rupture avec la famille, diminution voire arrêt des sorties extérieures et professionnelles, troubles de la mémoire, de la concentration, erreurs professionnelles, mise en doute de ses propres compétences. Comment se protéger d'une femme perverse narcissique et se dégager de la relation? 1. La prise de conscience. Réaliser que l'on est victime de manipulation est une première force qui mène sur la route de la liberté. Et lorsqu'on est en couple avec une manipulatrice, il est primordial de commencer par prendre de la distance. En effet, le conjoint victime doit connaître toutes les caractéristiques de la femme perverse narcissique. Et être pleinement conscient de la toxicité de sa partenaire manipulatrice. Il ne doit plus se laisser attendrir lorsque la perverse narcissique affiche son masque de séducteur. Et surtout, il doit être capable de se rappeler qu'à ce visage y succédera un autre beaucoup plus effrayant, celui du détracteur. 2. Le renoncement. Le conjoint victime doit arrêter de chercher à comprendre son bourreau, arrêter de lui trouver des excuses et arrêter de croire ses promesses de changement. Car le besoin viscéral de la femme perverse narcissique d'avoir le dessus l'empêche de s'améliorer. 3. Une seule action à court terme, contre-manipuler la perverse narcissique. Mettre de la distance, ne pas se justifier, travailler son estime de soi, sa confiance en soi et son respect de soi, écouter ses besoins, analyser son mal-être et en identifier les causes, ne pas laisser parler ses émotions avec elle. Faire le deuil d'une communication normale et efficace, vérifier les dires avant de les prendre pour acquis, avoir le sens de la répartie, répondre avec des phrases courtes qui en disent peu sur soi ou ses émotions, rester dans le flou, ne pas contre-attaquer, utiliser le « on » de généralité, rester aimable, jouer avec l'autodérision, sortir habilement d'une discussion si elle ne mène à rien et éviter l'agressivité. 4. Penser au bonheur de ses enfants pour trouver le courage nécessaire. Alors que pendant des années, la victime a oscillé entre aveuglement et lucidité, alors qu'elle n'a cessé d'annuler ses révoltes, en se convainquant qu'elle seule était coupable, il survient un événement qui va marquer le point de non-retour. Cet événement correspond toujours, ou presque, à une circonstance qui implique le regard d'un tiers. Un événement qui fait prendre conscience à la victime, que ce qu'elle vit est inacceptable, que ses enfants doivent être protégés. Et qui la décide à sortir du piège dans lequel elle est tombée. 5. Choisir d'être soutenu amicalement. Ce n'est qu'une fois que le conjoint victime a véritablement admis que sa partenaire est une femme perverse narcissique qu'il peut se libérer de ses filets et secourir ses enfants. Tandis que la perverse narcissique isole sa victime afin d'accentuer son emprise. Lorsque le conjoint victime souhaite mettre fin à cette relation toxique, il est nécessaire de renouer avec un ou deux amis. En effet, ce socle amical, conscient de la situation, peut assurer un vrai soutien et permettre au conjoint victime d'avouer qu'il souffre. S'avouer que l'on souffre, c'est pouvoir dépasser cette souffrance. 6. Accepter l'aide de professionnels. Afin d'être courageux et persévérant sur la longueur, échanger avec des individus qui vivent ou ont vécu une situation similaire est une action essentielle. Pour ce faire, Internet est une première étape qui permet de consulter notamment les pages des associations qui viennent en aide aux victimes des pervers narcissiques. Par ailleurs, un psychothérapeute très averti aidera à identifier les causes ainsi qu'à sortir de la dépendance du pervers narcissique. Quant à un coach de vie, il travaillera avec la victime sur sa confiance. Il ouvrira avec lui un nouveau champ des possibles aussi bien pour lui que pour ses enfants. Ainsi, la victime parviendra à mettre de la distance pour faire de nouveaux choix par la suite. Un travail de développement personnel indispensable. À prix doux, les coachings de vie permettent de vous retrouver, en toute sérénité. À retenir. La perversion narcissique est une maladie incurable. La femme perverse narcissique manipule de façon volontaire et consciente. La perverse narcissique prend plaisir à voir la souffrance de quelqu'un tombé sous son emprise. Les effets d'une perverse narcissique sur sa victime peuvent aller jusqu'à la dépression voire au suicide. Les enfants ne peuvent grandir de façon équilibrée s'ils sont au quotidien en contact avec une femme perverse narcissique. Il est possible de se sortir des griffes d'une perverse narcissique et de sauver ses enfants. Différents ingrédients sont nécessaires, du courage, de la persévérance, le soutien d'un ou deux proches, la consultation d'une association venant en aide aux victimes, l'aide d'un psychothérapeute avisé et se faire ensuite accompagner par un coach pour choisir les couleurs de sa vie et se développer personnellement. Andrea, mon expérience me prouve que celui qui n'a jamais fait confiance à personne ne sera jamais déçu. Puis, ma décidophobie, une peur bleue de faire confiance à la mauvaise personne.
Le courrier de mon avocat du 9 septembre 2022 me prouve encore une fois que cette cruche cherche par tous les moyens à manipuler, elle se comporte malhonnêtement et de façon perverse, elle est condamnée à payer une somme aux acquéreurs, elle va trouver le moyen de retarder la procédure par un tour de passe-passe, elle va faire parvenir avec la complicité de son avocat, un chèque qui ne représente toutefois même pas la moitié de la somme due, et ça uniquement pour nuire. C'est elle qui décide de tout. Elle fait son calcul elle-même, elle s'assoit sur la décision du tribunal, elle interprète le langage judiciaire à sa façon, c'est un personnage hors du commun. Quand vous pensez qu'elle n'a pas accepté un arrangement par voie de conciliation, échoue après le jugement, elle va donner 3 à 4 fois la somme qu'elle aurait dû donner avec une disposition amiable, nous pouvons appeler cela de la folie jusqu'au boutiste. Alors, si Clitorine veut continuer d'être dans le déni, nuire, et d'être malhonnête, de ne pas voir qu'elle va droit dans le mur, cela la regarde. Si elle ne change pas d'idée, c'est parce qu'elle n'en a pas des masses. Il paraît que la connerie, ça se cultive. J'en connais une qui a la main verte. Et il faut beaucoup d'intelligence pour répondre à une conne avec des mots qu'elle puisse comprendre. Je fais confiance à la justice, et j'ose espérer qu'elle rendra une décision qui me sera plus favorable que celle que Clitorine souhaite me faire subir. Comme Clitorine, les patients présentant un trouble de la personnalité narcissique surestiment leurs capacités et exagèrent leurs réalisations. Ils pensent qu'ils sont supérieurs, uniques ou spéciaux. Leur surestimation de leurs propres valeurs et de leurs réalisations implique souvent une sous-estimation de la valeur et des réalisations des autres. Ces patients sont obsédés par des fantasmes de grandes réalisations, ils veulent être admirés pour leur grande intelligence ou leur formidable beauté, ils veulent jouir d'une grande renommée et d'une importante influence ou vivre le grand amour. Ils estiment devoir s'associer uniquement avec des personnes aussi spéciales et talentueuses qu'eux et non avec des personnes ordinaires. Cette association avec des gens extraordinaires est utilisée pour appuyer et mettre en valeur leur estime d'eux-mêmes. Les patients présentant un trouble narcissique ont besoin d'être admirés, leur estime d'eux-mêmes dépend du regard positif des autres et est donc généralement très fragile. Les sujets présentant ce trouble attendent souvent de voir ce que les autres pensent d'eux, comment ils évaluent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont sensibles et gênés par les critiques des autres et par l'échec, ils se sentent alors humiliés et mis en échec. Ils peuvent réagir par la fureur ou le mépris ou violemment contre-attaquer. Ou ils peuvent se mettre en retrait ou accepter en apparence la situation pour protéger leur sentiment d'auto-importance, mégalomanie. Ils peuvent éviter les situations dans lesquelles l'échec est possible. Un schéma persistant de grandiosité, de besoin d'admiration et de manque d'empathie. Ce modèle correspond à la présence de 7 des éléments suivants. Un sens exagéré et infondé de leur importance et de leur talent. La conviction qu'ils sont spéciaux et uniques et qu'ils ne doivent s'associer qu'avec des personnes hors normes. Un besoin d'être admiré de façon inconditionnelle. La conviction de disposer d'un droit. L'exploitation des autres pour atteindre leurs propres objectifs. Un manque d'empathie. L'arrogance et la fierté. Doué d'un pouvoir maléfique et mystérieux qu'on pourrait attribuer à une inspiration du diable, une ruse diabolique. C'est donc un personnage pourvu d'un rire goguenard, démoniaque et diabolique. Enfin, cette histoire se compose de 2 tomes, la menthe religieuse, et la dégénérescence d'un monstre. L'écriture a été pour moi le moyen de tourner la page et d'entamer une nouvelle vie. Je ne l'ai pas écrit pour me faire plaindre ou aimer, cela m'a permis de me vider le cerveau de tous les mauvais souvenirs passés en compagnie de cet être qui n'a rien d'un être humain. Alors, tant mieux pour ceux qui le comprennent, et tant pis pour les autres. À force de tomber sur des gens bizarres, quand on rencontre des gens normaux, on finit par trouver ça bizarre, on dit des chiens qu'il ne leur manque que la parole. Par contre, je connais un paquet de gens à qui il ne manque que la muselière. Andrea, il existe tant de façons de trahir quelqu'un. On peut chuchoter dans son dos. Le tromper volontairement. Le livrer à l'ennemi, alors qu'il vous fait confiance. Ne pas tenir une promesse. La question est, se trahit-on soi-même en agissant ainsi? Un ami, c'est un être qui ne doute jamais de vous, qui ne vous demande rien et qui est prêt à tout vous donner. C'est un cœur large qui oublie et pardonne. Un ami, c'est la perle rare au fond des mers. Il vaut mieux garder la nostalgie d'un paradis en le quittant que de le transformer en enfer en y restant.